Bonjour les Ateliers Soul, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Je suis vraiment ravie et fière de voir que j'arrive aujourd'hui au 13e épisode de ce format. Je vois que j'arrive à être régulière et même à prendre de l'avance, et je fais toujours ce contenu avec plaisir. J'aurais pu faire quelque chose de spécial pour ce 13e épisode, 13 étant un chiffre tantôt porte-bonheur, tantôt porte-malheur. Et les seuls liens que j'ai pu trouver avec ce chiffre, c'est le jour où ma grand-mère a fait l'AVC, qui lui a coûté la vie. Et en plus, c'était un vendredi. Et aussi, également, le jour où ma mère est née. Voilà, mais c'était pas un vendredi, elle. J'ai choisi un thème tout particulier pour cet épisode. Un thème qui me tient à cœur et qui a beaucoup de sens et d'importance pour moi, aujourd'hui, dans mon univers personnel, mais aussi dans mon entreprise Atelier, dont je vous parle régulièrement depuis le début de ce podcast. Un thème que j'espère être tout doux, plein de good vibes et de câlins, puisqu'on va parler de doudou et de tous les objets, gestes ou pratiques que l'on a pour trouver du réconfort et de l'ancrage. En fait, dans cet épisode, je vais surtout vous dévoiler ma propre histoire, mon rapport à mon doudou, ce qu'il représente pour moi, et finalement le lien que je fais aussi avec mon entreprise. C'est ma maman qui m'a acheté mon doudou, mon petit comme il s'appelle. Ce même doudou avec lequel je dors encore aujourd'hui et qui m'accompagne parfois dans les moments difficiles ou les moments de repos. C'est aussi ma maman qui m'a appris à sucer mon pouce. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est elle qui m'a appris à sucer mon pouce, parce que bébé, je pleurais si souvent qu'elle a fini par me maintenir le pouce dans la bouche afin que je cesse de hurler. Ce qui a fonctionné, mais ce qui fait aussi, peut-être en tout cas, qu'aujourd'hui, je ne me défais pas de cette habitude. Je me rends compte en écrivant ces mots, dans le but de vous livrer ce secret de moi, que cela peut paraître un peu étrange, voire malsain ou malaisant. Alors je sais pas vraiment quoi penser de ça, je sais simplement que ma relation avec ma mère a toujours été conflictuelle, toxique, voire malsaine. Chose dont je parle vaguement sans vraiment la nommer dans le précédent podcast sur le développement personnel du deuil. Alors, à la fois, c'est tout naturel que cet apprentissage ait cette dimension un peu limite, et pourtant, et évidemment que ma maman m'a aussi apporté de bonnes choses. Dont une règle qui m'a permis de ne pas perdre mon précieux petit. Quand j'étais petite, c'était lui mon objet traditionnel, le fameux objet qui doit, à l'origine en tout cas, servir pour accompagner dans l'absence, c'est-à-dire qu'il aide un être à se séparer de ses parents pour vivre les étapes essentielles de la vie que peuvent être la crèche, l'école ou la nounou par exemple. Et mon petit, comme je l'emportais partout avec moi, tout le temps, eh bien je le perdais tout le temps, invariablement. Encore aujourd'hui, je pose mes affaires telles que mon téléphone ou mon crayon par exemple dans des endroits improbables, genre les toilettes, alors que je suis en train de m'en servir. Alors imaginez bien moi, enfant, avec mon doudou. Au point même où ce pauvre ours a passé 3 jours dans le four de la cuisinière à bois des parents, où je l'avais oublié en jouant à la dinette. J'ai été évidemment très relou pendant ces 3 jours, pendant lesquels je ne me souviens pas, que je me souvenais absolument pas de l'avoir mis dans le four en question. Sinon c'est pas drôle, hein, évidemment. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que les assiettes et les tasses en plastique de la dinette avaient toutes fondu. Mais pas mon petit. Enfin, si, un petit peu, mais juste la fourrure, en fait. Pas trop pour qu'il devienne noir ou qu'il change de couleur ou qu'il soit vraiment plus utilisable, mais juste suffisamment pour lui donner son aspect actuel, en fait. Bref, ma mère en a eu marre, en fait, de ses aventures à la noix et surtout des soirées où je pleurais pour avoir mon petit. Voilà. Alors, elle a imposé une règle qui pourrait paraître comme un ultimatum, mais en fait, elle a dit que le petit devait rester dans le lit, que c'était sa place et qu'il ne devait plus en sortir. Et ça aurait pu ressembler à une punition pour moi, alors que je me souviens très très clairement avoir senti une sorte d'apaisement
à cette nouvelle règle. Parce que en fait, ça voulait dire que je ne devrais plus jamais subir la perte ou l'oubli de mon petit quelque part. Voilà, et ça c'était vraiment, vraiment très très rassurant pour moi en fait. Et c'est ce qui est arrivé en fait. À part peut-être de temps en temps le perdre dans les draps, mais très franchement c'est largement plus gérable que de l'avoir oublié dans le four. Voilà, que les choses soient dites. J'explore donc aujourd'hui ma relation avec cet objet, dont j'ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite à aller voir, vous saurez au moins à quoi ressemble mon doudou. Je vous propose donc de vous parler du lien que je fais entre ce doudou et ma maman, que j'ai déjà un petit peu décrit du coup en haut, mais aussi son lien à la mort et au deuil, à tout le travail que je peux faire avec mon entreprise Atelier pour les endeuillés. Finalement, dans cet épisode, j'essaye un peu de répondre à la grande question du pourquoi. Pourquoi j'ai encore besoin de mon doudou dans ma vie? Pourquoi je parle de deuil sur les réseaux sociaux? Pourquoi je travaille autour de ce sujet-là avec Atelier? Je fais des prises de conscience plus je grandis, ou plus je vieillis, ça dépend comment on voit les choses. Et je vous avoue que le podcast, Atelier Time, et Atelier, mon entreprise, n'y sont pas pour rien, très clairement. La première prise de conscience, c'est l'effet physiologique de réconfort, d'apaisement, de soulagement quand j'ai mon petit avec moi. C'est instantané. Dès que je m'autorise un temps de pause, un temps de repos, je me tourne généralement vers lui en fait. Il m'aide à gérer aussi même les douleurs de règles par exemple, ou quand je suis malade. Est-ce que c'est sain ou malsain? Franchement, j'en sais rien du tout. Je suis absolument pas là pour répondre à cette question, je pense. Et j'ai même l'impression que c'est pas forcément la bonne question en fait. J'ai souvent comparé ma pratique du doudou à une pause cigarette en fait que les autres autour de moi faisaient en disant que c'était pour s'apaiser, pour gérer le stress, nanani nanana. En fait, on pourrait très bien penser aussi au fait de se ronger les ongles. Tout le monde a ses petites habitudes en fait, ces petites habitudes calmantes, rassurantes, qui peuvent être un peu symptomatiques, parfois compulsifs. Et aussi parfois déclencher des conséquences négatives sur la santé, allant des simples écorchures au doigt jusqu'au cancer du poumon, hélas. Et donc ça pourrait aussi très bien être donc se ronger les ongles, mais aussi ronger le bout de ses crayons, manger du chewing-gum, triturer une étiquette ou un bout de vêtement, ou un objet dit déstressant, parfois même jusqu'à le détruire totalement. Et en fait dans tout ça, sucer mon pouce, avoir un doudou, c'est le geste qui m'apaise le plus, mais c'est aussi de mon point de vue un geste qui me nuit, enfin c'est le geste en tout cas qui me nuit le moins à ma santé. Je sais que ça a toujours été important pour moi, ce sujet en fait de la santé, d'autant plus aujourd'hui, maintenant que ma maman est décédée d'un cancer, un cancer du poumon, enfin un cancer du sein puis cancer du poumon qui a fini par se généraliser. Voilà. Alors c'est pas du tout un jugement de valeur par rapport à ce que vous pourriez faire, vous par exemple, pour vous aider à gérer votre quotidien, vos émotions et tout ça. Au contraire, en fait, là je vous livre vraiment ma vision d'enfant, ma vision d'enfance. Comment je me suis auto-sécurisée dans le fait de sucer mon pouce et d'avoir mon doudou. Voilà. Chacun fait comme il peut, avec ce qu'il a, bien que j'ai jamais pu comprendre ce truc de cigarette qui est quand même particulièrement mauvais, à la fois pour le fumeur et pour son entourage. Mais bref, vous connaissez la chanson. Et puis sucer mon pouce, vous allez me dire, c'est pas anodin pour la dentition. Et je vous répondrai que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de soucis avec mes dents à ce niveau-là, hormis 5 ans d'orthodontie excessive, douloureuse et traumatisante qui n'était absolument pas en lien avec le fait que je suce mon pouce et que j'ai géré en suçant mon pouce. Voilà. Tout ça pour dire que mes dents n'ont jamais bougé après ces années de soins à l'adolescence et même encore maintenant ça bouge vraiment pas en fait. Voilà. Après je suis pas médecin encore une fois hein, mais on m'a jamais fait de remarques comme quoi le fait de sucer mon pouce abîmait mes dents. Voilà. Parenthèse fermée. Ce qui est plus gênant par contre quand on suce son pouce et qu'on a son doudou, c'est qu'en public, en société, c'est plus compliqué. C'est extrêmement connoté, voire carrément
réservé exclusivement aux enfants. Alors que j'ai 28 ans, à l'heure où je vous parle, et que j'ai toujours le mien, et que je me sers toujours de ce doudou. Voilà. Et je sais que je ne suis clairement pas la seule. La team doudou, réveillez-vous. J'aimerais tellement qu'on les mette à l'honneur, en fait, ces objets un peu magiques. Pour une fois, pour tout ce qu'ils nous apportent, de soutien, de réconfort, pour tout ce qu'ils représentent aussi pour nous. On développera peut-être ce sujet d'ailleurs dans le prochain épisode, celui qui sortira dans 15 jours. Mais je vous en dis pas plus, je laisse un petit peu teasing, hein, je vous tease un petit peu. Sachez simplement que pour le prochain épisode, je serai très très bien accompagnée pour parler de ce sujet-là. Voilà. Cette team doudou, elle me fait penser à une anecdote de l'animatrice de colonie de vacances que j'ai pu être. En fait, c'était à mon stage BAFA, donc une de mes toutes premières expériences professionnelles et expériences avec les enfants. Donc j'étais pas encore diplômée BAFA officielle. Et en fait, j'étais sur un séjour pour les enfants. Je crois que c'était des enfants entre CP et CE2, je crois, quelque chose comme ça. Peut-être CE1, mais bref, vraiment des jeunes enfants. Et en fait, on faisait une semaine autour de l'art et de la musique. Et j'avais évidemment remarqué que beaucoup de ces enfants, presque tous en fait, avaient leur doudou avec eux. Qu'ils y étaient évidemment très attachés, mais qu'ils étaient aussi la source de beaucoup de frustration, parfois, et beaucoup de coups de blues aussi chez les enfants, le soir en particulier. Quid de ceux qui réclament papa et maman, ou ceux qui aimeraient pouvoir emporter leur doudou toute la journée pour qu'ils vivent les merveilleuses expériences que les enfants vivent dans ces moments-là. Sauf que pour des raisons évidentes, les doudous étaient consignés au lit. Et vous savez pourquoi du coup. Mais cette détresse d'enfant, je l'ai comprise, en fait, je l'ai entendue et elle m'a inspirée. Elle m'a inspiré une idée pour animer une veillée. J'avais écrit une lettre aux enfants, une lettre qui était signée de tous les doudous, qui disait aux enfants qu'ils étaient aussi tristes qu'eux de ne pas être avec papa et maman et de ne pas pouvoir non plus être avec eux toute la journée. Mais qu'ils avaient eu l'idée de passer ensemble une soirée spéciale avec eux, pour pouvoir avoir de merveilleuses choses à raconter à leur retour. Les doudous voulaient faire un spectacle pour les enfants. Cette idée a enthousiasmé tout le monde, et évidemment les enfants en particulier, qui avaient pour mission de créer un numéro avec leur doudou dans un temps imparti et par équipe de chambrée. Donc ils étaient 4 ou 5 par chambre et du coup ça avait déterminé les équipes. Et tous ont joué le jeu. Ils avaient carte blanche pour créer le numéro qu'ils voulaient, en lien avec leur personnalité, en lien avec leur doudou, avec leur histoire, peu importe. Ils créaient ce qu'ils voulaient. Je me souviens même que, à ce moment-là, en passant dans les chambres pour essayer de voir où ça en était, pour aider aussi un peu certaines équipes à concevoir un numéro, j'avais découvert des doudous qui étaient restés bien planqués jusque-là par leur propriétaire, un petit peu timide, et qui, cette timidité s'est complètement en fait envolée avec ce projet-là. La réalisation de cette soirée n'a pas été simple pour tous, évidemment. C'est jamais simple de préparer un spectacle. Mais certains ont écrit de vraies histoires, d'autres ont transformé leur doudou en cascadeur, en chorale ou carrément en groupe de rock. Ça a été une soirée très riche, et franchement, un peu magique pour moi. J'avais sorti mon propre doudou et je crois même que je l'avais prêté. Incroyable. Pour qu'il puisse soutenir les projets pour lesquels il manquait un ou deux figurants. L'image qui restera gravée en moi de cette soirée, ce sont tous, je dis bien tous les doudous alignés sagement sur la scène. Et je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup. Tous sous une standing ovation de fou de la part des enfants et aussi des adultes, on va pas se mentir, qui étaient finalement les vrais créateurs de ce spectacle.
C'est une belle image, très très forte pour moi, car pour moi le doudou c'est sacré en fait. Je vous disais dans l'épisode pilote de ce podcast que les objets sont chargés des énergies, des événements auxquels ils participent en tant qu'objets inanimés et tout ce qu'on peut leur transmettre en fait, consciemment ou inconsciemment. Alors imaginez ce que peut être un doudou, chargé de nos rêves d'enfants, de nos chagrins, de nos jeux, de nos fous rires, de nos découvertes, de nos cauchemars, ou même de nos gastro aussi parfois, mais plus généralement, en fait, de toute notre évolution vers l'âge adulte, et même plus encore. Il y a peu de temps, j'ai fait une autre prise de conscience. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux parce que c'est le moment où j'ai failli perdre mon petit. C'était donc très très récemment, en fonction de quand vous écoutez ce podcast, c'était en juillet 2023. Comme ça pose les bases. C'était une sombre histoire d'inattention, où je suis allée chez ma copine de petite enfance, Adèle, que je n'avais pas revue depuis plus de 20 ans. Et en fait, je revenais d'un marché que j'ai fait dans les Vosges. D'ailleurs, il y a un vlog sur YouTube si vous avez envie de voir où j'étais, ce que je faisais. Et j'avais donc fourré un peu toutes mes affaires dans un sac cabas, dont mon petit évidemment, pour aller de ma voiture à l'appartement de ma copine à pied. Sauf que sur la route, mon petit s'est échappé de mon sac et est tombé par terre dans la rue sans que je m'en aperçoive. Quelle angoisse terrible de m'embarquer dans une rue noire en pleine nuit à 3h du matin parce que à Metz, puisque c'était à Metz, l'éclairage public dans la rue, il n'y en a plus, en tout cas surtout à minuit, 1h du matin. En quête de mon petit, en fait, à la lampe torche de mon téléphone. Voilà. La chance a encore vraiment joué en ma faveur ce jour-là parce que quelqu'un de bien intentionné avait posé mon petit contre un immeuble, là où il était tombé, en fait, plus tôt dans la soirée. Et sans doute, beaucoup de personnes aussi sont passées à côté de lui sans y toucher. Et pour ça aussi, je me sens vraiment, vraiment très chanceuse et très, très reconnaissante. Mais cette expérience m'a hautement angoissée, mais ça a été aussi l'occasion de réfléchir à mon rapport à ce doudou. Et je me suis aperçue que une partie de ce qui me rassurait dans cet objet, c'est son immortalité. Dans le sens où il y a peu de chances pour qu'un jour, ce doudou meure. Voilà. Avec les vivants, c'est différent en fait. On sait qu'à un moment donné, il y aura une fin en fait. Ça fait partie du contrat des relations. Peu importe la forme que cette fin prendra, on sait qu'il y en aura une. Sauf qu'avec un doudou, c'est pas forcément le cas. Alors oui, évidemment, je peux le perdre. Maintenant, j'en ai vraiment, vraiment bien conscience. Et encore plus après, du coup, cette expérience. Voilà. Mais vous voyez la question qu'on pose parfois pour faire la conversation de ce qu'on choisirait de sauver de matériel si notre maison brûlait. Bah, ma réponse, elle est toute trouvée, en fait. C'est mon petit, c'est évident. On parle bien de choses matérielles, hein, évidemment, parce que on m'a déjà posé la question au sujet de mes animaux de compagnie, mais avec la configuration de ma maison actuelle, ils pourront se sauver. Voilà. Alors que mon petit, clairement, non. Le doudou, pour moi aussi, il y a un peu de chaque chose rassurante dans notre monde. Il y a un peu de papa, il y a un peu de maman, il y a un peu de telle ou telle personne de notre famille, nos premiers copains, nos premières copines. Il porte en lui notre histoire personnelle, mais il veut aussi dire maison, famille. C'est vraiment ça la définition de l'objet ancre, l'objet vers lequel tu te tournes pour trouver un vrai réconfort, puissant, constant, qui, lui, ne peut pas vraiment mourir. Cet objet, ça peut être un objet qui vient tout droit de l'enfance et qui, en fait, vous a suivi jusque-là, un objet lié à un ou plusieurs membres de votre famille, sans oublier les frères et sœurs, bien évidemment. Mais ça peut être aussi, et c'est purement ce que je propose avec Atelier, un objet créé dans cet objectif-là, pour soi, et qui représente toutes les choses que j'ai évoquées précédemment, en tout cas, des choses qui vraiment vous rassurent et vous font du bien. Ça peut aussi évidemment être un objet qu'on a reçu de quelqu'un ou qui a été créé pour vous en lien avec cette personne, un objet qui vibre le lien.
que vous avez avec la personne, mais ça peut être aussi avec un lieu, avec un événement particulier, avec un animal, etc. C'est un objet souvenir. Mais pas seulement, c'est un objet qui va respirer, qui va vibrer très très fort de toutes les choses qui sont liées à lui, tout ce que vous aimez, chérissez et qui vous font, encore une fois, du bien. Et c'est aussi un objet qui va vous accompagner et qui va continuer à emmagasiner des vibrations positives pour vous au fur et à mesure de votre vie. Par exemple, mon petit, il n'a pas toujours eu de vêtements. Et le premier costume qu'il a eu a été confectionné à la main par ma grand-mère paternelle. Dans un tissu très particulier, une toile de coton rouge avec des roses jaunes et des myosotis bleus imprimés dessus. Voilà. Ce costume a été réparé, rapiécé plusieurs fois par ma grand-mère et remplacé une fois. Quand je vois mon petit en photo, ou de loin sur mon lit, quand je passe dans la chambre par exemple, quand je vois un morceau de tissu du costume d'origine, et maintenant quand je le vois représenté brodé, je vous invite à aller voir la broderie en question sur mes réseaux sociaux. En fait, tout ce qui me ramène à cet objet finalement me procure un peu la même sensation de réconfort que de prendre mon petit et sucer mon pouce. Et le fait que ma grand-mère couse à la main et répare à la main ce costume, ça avait beaucoup de sens et beaucoup d'importance pour moi, en tant qu'enfant. Parce que dans ce geste de sa part, je me sentais comprise, je me sentais aimée. Et puis j'ai commencé à avoir peur que cette personne décède un jour, et que je ne puisse plus être aimée et comprise au travers de ce petit rituel. Sans doute à cause des réflexions de ma mère, qui me demandait comment je ferais avec mon petit quand Mima, c'est le petit nom de mes grands-mères, ne pourrait plus réparer le costume. Et j'ai vu ma grand-mère se fatiguer de plus en plus, perdre son mari, et puis un jour, elle a jeté un morceau de tissu, du fameux tissu d'origine du costume de mon petit, en me disant qu'il ne restait plus que ça comme tissu et qu'il fallait que je l'emporte. J'ai toujours cette pièce de tissu dans mes affaires, elle est pliée soigneusement, de la même manière que lorsqu'elle me l'avait donnée. Je sais plus trop ce que ça m'a fait de recevoir cette chute, sans doute pas rien puisque je m'en souviens encore. Et surtout, je me demande aujourd'hui si c'est pas un peu à cause de toute cette histoire que je me suis mise à coudre. Je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit qu'il était hors de question que ce soit quelqu'un d'autre que ma grand-mère qui couse ce costume. Déjà parce que j'aurais eu le sentiment de la remplacer, voire de la pousser un peu dans la tombe, alors qu'elle vit toujours à l'heure où j'enregistre ces mots. Et puis aussi parce que si je confiais cette tâche à quelqu'un d'autre, il était fort probable que cette personne, un jour, ne puisse plus non plus coudre ce costume. Peu importe la raison de cette incapacité, bien que ce que je craignais finalement, c'était toujours au fond de moi la mort. Et ces réflexions m'ont amené logiquement à me dire que la seule personne qui serait en mesure de répondre à ce besoin jusqu'au bout, c'est bien moi-même. Et cette idée était rassurante. Tellement rassurante que je me suis mise à coudre. Du moins, à essayer de coudre. J'ai pas tout de suite attaqué la confection de vêtements. Loin de là. En fait, ça me paraissait être un peu le bout du monde. Tu vois, réussir à faire un vêtement, c'était pour moi une sorte d'accomplissement. Et en même temps, un exercice trop difficile pour moi. Hashtag confiance en soi, pas ouf. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à imaginer mes projets couture en fait dans ma tête. Souvent le soir, avant de m'endormir, où je découpais des formes que j'assemblais ensemble pour en 3D en fait dans ma tête pour réaliser par exemple une trousse. Au début, je regardais pas du tout de tutoriel pour coudre quelque chose. Il y avait vraiment que cette espèce de logiciel cérébral de modélisation 3D qui m'aidait. Et ouais, voilà, je prenais par exemple deux ronds de tissu et un rectangle et du coup j'enroulais le rectangle autour des cercles pour pouvoir créer en fait cette fameuse trousse en cylindre. Et c'est comme ça que du coup après j'inventais pas vraiment, mais je déterminais en fait tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il me fallait faire pour arriver au résultat final qui était la trousse. Voilà.
Ce choix de ne pas regarder de tuto, c'était, je crois, une sorte de croyance limitante que j'avais en tant qu'enfant, et peut-être que j'ai un peu encore maintenant, en fait, qu'il faut pas déranger les adultes de la famille pour leur demander de m'apprendre quelque chose. Parce que justement, ça les aurait dérangés. En tout cas, c'est ce que je croyais vraiment. Et je savais aussi qu'à l'époque, ça pouvait être source de conflit ou de violence. Voilà. donc en fait, il fallait que je me débrouille un peu toute seule. Et je crois aussi maintenant, avec le recul, que les adultes qui m'entouraient pensaient aussi que ça devait un peu venir tout seul. Voilà, chez les enfants, il y avait plein de choses qui étaient soi-disant innées. Et voilà, enfin bref. Plus le temps est passé en tout cas, et plus je me suis mise à coudre, et plus créer en fait était une façon pour moi de répondre à un certain nombre de problèmes. Notamment par exemple l'argent. Mes parents m'ont jamais en fait acheté les sacs d'école ou les trousses que j'aurais voulu à cause du prix en fait. Et coudre, ça me permettait aussi du coup à la fois de recycler, de transformer, de réparer des coussins, des vêtements, des accessoires, etc. Mais aussi du coup d'avoir du matériel d'école à mon image, unique, coloré, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris l'habitude d'avoir presque toujours une bobine de fil et une aiguille dans mon sac pour pouvoir réparer, par exemple, une mauvaise couture au besoin, par exemple. Et cette habitude, elle est un peu magique aujourd'hui pour moi parce que mon entourage, famille, amis, collègues, par exemple, osent venir me demander de l'aide quand il s'agit d'un petit trou, par exemple, sur une manche à réparer, une couture de jean qui craque, un pantalon tout neuf à raccourcir, etc. Et ça me fait plaisir de ouf. Même si je sais pas faire d'ourlet. Voilà. En fait, j'ai appris seulement cette année à fermer un ouvrage de façon presque invisible, parce que oui, j'ai encore des progrès à faire. Mais en fait, les personnes font appel à moi, qui ont fait appel à moi, en tout cas avant que je sois en entreprise, ont toujours été super ravis des résultats que je leur proposais. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait. Aujourd'hui, j'ai acquis de l'expérience, je crée et j'adapte en fait les vêtements de mon petit avec les chutes de l'atelier. Je peux aussi les remplacer régulièrement et autant que je veux. Je me garde aussi les plus belles chutes, rien que pour lui. Et puis, j'ai aussi acquis de la confiance en moi. Et mine de rien, ça c'est un très beau cadeau. Et c'est aussi ce qui me permet d'explorer un peu l'univers du vêtement de plus en plus, et donc de créer ou de dupliquer des vêtements qui me vont bien, qui me plaisent, qui me font du bien dans des tissus, des motifs, des formes qui me correspondent vraiment. Et c'est aussi la plus belle façon pour moi de montrer que même étant une personne grosse, parce que c'est vrai que ceux qui me connaissent pas sur les réseaux sociaux, vous ne le savez pas, mais je fais partie de ce qu'on appelle une grosse. Voilà, c'est pas un gros mot, mais voilà. En fait, on a le droit de porter des vêtements beaux, des vêtements colorés, des jolies étoffes, des beaux tissus, des motifs bariolés. Peu importe qui on est, en fait, on peut s'habiller comme on veut. Et tout ça, ça me permet aussi de vous proposer, avec mon entreprise atelier, de créer avec vous des pièces aussi uniques et belles que vous et que votre histoire. De créer ensemble votre objet encre, votre objet réconfort, avec vos textiles, abîmés ou pas, vos photos, vos bijoux cassés, et les transformer pour en faire un sac, un tableau décoratif, une tenture, une broderie customisée, un vêtement, etc. En fait, c'est ça l'atelier du souvenir. C'est un processus durant lequel je vous guide pour trouver et créer cet objet encre en lien avec un doudou, une personne, un lieu, des vacances par exemple, ou une naissance ou un animal de compagnie. Quelque chose d'adapté, de personnalisé à votre vous d'aujourd'hui, quelque chose qui vous accompagnera et vous réconfortera, vous donnera le smile en fait, rien qu'en le voyant. On pourra donc travailler ensemble avec un pendentif cassé par exemple, qui pourrait avoir appartenu à l'un de vos défunts, un bracelet ou une chaîne cassée, que je pourrais broder en fait dans un motif qui fera sens pour vous, ou même une photo, ou une composition complètement artistique. Ça pourrait être également de vieux rideaux ou une vieille nappe hideuse que vous ne voulez absolument pas mettre chez vous, mais qui vous rappelle pourtant votre enfance, vos vacances en famille, la maison de vos grands-parents, et que je pourrais transformer pour vous en sac à main, en chapeau, en coussin ou en tout ce que vous voulez en fait. Ça pourrait tout aussi bien être les pelotes de laine d'une personne qui est partie sans avoir le temps de terminer un ouvrage, que l'on transformera ensemble en une couverture douillette qui vous réconfortera
pendant les longues soirées d'hiver. Si cela vous appelle, si ça vous fait écho, si ça vous donne même des idées, je vous invite à vous rendre sur mon site atelier.fr, ateliyeah.fr, où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous offrir cet atelier du souvenir. J'espère que cet épisode dans lequel je me dévoile beaucoup et où je vous parle vraiment à cœur très grand ouvert vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, partagez-le, c'est vraiment super important pour l'avenir de ce format. Peut-être même qu'un jour, tous ces efforts me permettront d'en vivre pleinement et du coup de vous proposer toujours plus de contenu et de réconfort et d'espace d'échange et de création pour tous les endeuillés du monde. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur les réseaux sociaux afin qu'on puisse continuer d'échanger ensemble. Et en attendant le prochain épisode de ce podcast qui sortira comme d'habitude dans 15 jours, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous.